Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. Les premiers aventuriers français, avec les chevaliers teutoniques. À l'origine institution charitable, l'hôpital de Sainte-Marie des Allemands à Jérusalem remplit d'abord une mission d'assistance auprès des pèlerins venus du monde germanique en Terre Sainte, notamment après la Troisième Croisade, 1189 à 1191, consécutive à la prise de Jérusalem par Saladin 30 septembre 1187. Mais dès 1193, le caractère militaire de l'institution apparut. C'est le pape Innocent III qui clarifia le statut de l'ordre dans un document pontifical, du 19 février 1199. Son nom officiel perdurera, mais l'appellation ordre allemand ou teutonique, der Deutsche Orden, ou ordre des chevaliers teutoniques, der Deutsche Ritterorden s'imposera peu à peu dans le langage courant. D'abord implanté en Terre Sainte, l'ordre acquéra au XIIIe siècle de vastes domaines en Méditerranée et en Allemagne. C'est pendant l'hiver 1225 à 1226 que le grand maître de l'ordre teutonique, Hermann von Salza, alors à Rome à la cour de l'empereur Frédéric Hill, reçut la visite d'envoyé du duc Conrad Ier de Mazovie, conduit par l'évêque de Prusse, Christian. Il venait solliciter l'aide de l'ordre pour assurer la défense des frontières nord de la Pologne chrétienne, contre les attaques des Borus païens. Après bien des hésitations, ce n'est qu'à partir de 1230 que les premiers chevaliers teutoniques arrivèrent en Prusse, bientôt suivis par des colons. Memel, futur Klaipėda, fut fondé en 1242, Königsberg, actuel Kaliningrad, en 1255, et Marienburg, aujourd'hui Malbork en Pologne, qui deviendra plus tard capitale de l'ordre, verra le jour en 1276. En 1290, la conquête de la Prusse était achevée, la plupart des Borus exterminés et remplacés par des colons allemands qui allèrent jusqu'à leur voler leur nom de Prussiens. La tactique des Teutoniques était simple. Baptisés par le feu et par le glaive, en même temps confisquer les terres, asservir les paysans, se payer enfin de tant de peine par les trésors dont ils savaient la Lituanie abondamment pourvue, ses femmes, son ambre et ses chevaux. Les lettres de Rediminas. Rediminas naquit vers 1275 et devint grand-duc de Lituanie. Gédémine dei Gratial et Fanorum Rutnorum Rex princeps et dux Semigali, après la mort de son frère Vytenis en 1316. Comme son titre l'indique, il régnait sur un territoire déjà vaste comprenant la Lituanie ethnique proprement dite, la Samogitie et la Ruthénie, Ukraine et Bélarus actuelle. Mais ses possessions étaient entourées d'ennemis, dont les chevaliers teutoniques et les chevaliers livoniens. Furieux des incursions permanentes des teutoniques, le grand-duc Rediminas envoya, à la fin de 1322, au pape Jean XXII, qui réside alors à Avignon, une supplique pour lui demander sa protection. Dans cette lettre, il informait le pape que les dominicains et les franciscains avaient déjà reçu le privilège de prêcher la parole de Dieu et de baptiser en Lituanie, et il s'annonçait prêt à recevoir la foi chrétienne. Suite à une seconde lettre, le pape répondit favorablement 1er juin 1324, et dépêcha en Lituanie 2 légats munis d'instructions précises pour assurer la conversion du pays et au besoin l'excommunication des teutoniques. Selon certaines sources, ces légats étaient 2 Français, Bartholomé, évêque d'Alais, entre Limoux et Quillan, et Bernard, abbé bénédictin du Puy. C'est par eux que se serait manifestée pour la première fois l'influence de la France en pays baltes. Les 2 prélats entamèrent aussitôt leur œuvre bienfaisante, abordant la région à Riga à l'automne 1324, et des traités étaient déjà sur la bonne voie. Mais pour les teutoniques, cette apparente volonté de conversion n'était qu'une ruse de Rediminas pour se débarrasser d'eux. Et ils n'eurent pas de mal à démontrer l'ambiguïté de sa position, païens régnant sur des païens de Samogitie, des orthodoxes de Ruthénie et des catholiques de Mazovie. Aussi Rediminas renonça à chercher un terrain d'entente avec les chrétiens, mais il réussit à convaincre les légats du pape que la difficulté de sa position l'obligeait à reporter sa conversion. Les légats, confiants, réussirent à arracher une paix de 4 ans entre le Grand-Duché et ses voisins et approuvèrent le traité de paix entre Rediminas et l'archevêque de Riga. Au passage, on soulignera que ces 2 légats, apparemment français, sont les premiers étrangers connus à se rendre à Vilnius, la capitale lituanienne depuis 1323, qu'ils ont atteinte en novembre 1324, le samedi suivant la Toussaint.
Il est par ailleurs supposé que des moines eux aussi français soient venus à Vilnius après que le grand-duc Rediminas ait, à partir de janvier 1323, envoyé des lettres aux moines, commerçants, artisans et agriculteurs de toute l'Europe pour les inviter à venir s'établir en colons en Lituanie. Il précisait son intention de se convertir à la religion catholique et indiquait que 3 églises avaient déjà été édifiées à Vilnius et à Novogrodek, Nogardukas en lituanien, aujourd'hui au Bélarus. Rediminas décéda au cours de l'hiver 1341, sans doute à l'occasion d'un coup d'État. Ses obsèques par crémation, avec sacrifice humain, semblent montrer qu'il n'avait jamais abandonné sa foi païenne. Il laissera toutefois l'empreinte d'un souverain avisé. De leur côté, les Teutoniques appelèrent des renforts de toute l'Europe pour recevoir de l'aide, afin de convertir les terribles barbares lituaniens vivant entre la Vistule et le Niémen. Dès 1335, des raids sont effectués régulièrement, avec la participation de guerriers de France, du Hainaut et de Bourgogne. Lors de l'hiver 1335 à 1336, on cite pour la première fois un certain gentilhomme de France, sans que l'on en connaisse le nom. De 1344 à 1382, les chevaliers ne se ruèrent pas moins de 96 fois sur la Lituanie, pillant, rançonnant, brûlant. Parmi ceux-ci, on citera le maréchal Jean de Lemingre de Boucicaut, 1364 à 1421, fait chevalier le 27 novembre 1382, chambellan de France en 1390 et maréchal de France le 23 décembre 1391. Il accompagnait Jean sans peur, futur duc de Bourgogne, à la bataille de Nicopolis contre les Turcs en 1396, bataille qui marqua la fin des croisades en Terre Sainte. Il conduisit surtout 3 raids séparés depuis la Prusse contre les païens, donc vraisemblablement contre les Lituaniens, mais on ne sait pas exactement quand. Commandant l'avant-garde à la bataille d'Azincourt en 1415, il fut fait prisonnier et emmené en Angleterre où il mourut le 21 juin 1421. L'histoire ne dit pas si le maréchal de Boucicaut, archétype de la vertu chevaleresque, avait finalement remboursé un prêt contracté auprès des frères de Prusse et qui, 25 après, courait toujours. Un autre grand seigneur, Jean de Blois, s'acquitta par 2 fois du voyage de Prusse, 1362 à 1363 et 1368 à 1369. Mais surtout, un des premiers Français identifiés comme étant venus en Lituanie aux côtés des Teutoniques, et surtout qui en ait parlé, serait Guillaume de Machaut. Mais c'est enfin Guilbert de Lannoy qui est intéressant, car il a laissé des récits et des descriptions détaillées de ses 2 voyages en Lituanie. Guillaume de Machaut, vers 1300 à 1377. Né probablement dans la région de Reims, son lieu de naissance serait le village de Machaut, à environ 40 km de Reims. Guillaume de Machaut fut une figure majeure du XIVe siècle français dans le domaine des lettres comme dans celui de la musique. Il peut être considéré historiquement comme le premier grand compositeur français, et comme l'un des plus grands poètes de son temps. Mais à l'âge de 23 ans, Guillaume entre au service de Jean Ier de Luxembourg, 1296 à 1346, roi de Bohême, lui-même à demi français par son éducation à la cour de France, dont il sera le secrétaire de 1323 à 1346. Avec lui, il acquiert l'amour de la fauconnerie, de la chevalerie et des aventures. Car, en but à l'hostilité de la noblesse tchèque, Jean de Bohême abandonnera à celle-ci l'administration du royaume et préférera passer sa vie à parcourir l'Europe, vie fastueuse et aventureuse. Jean Ier était pour Guillaume le modèle idéal du chevalier large et généreux, hardi et vaillant, symbole des valeurs anciennes, dont le poète déplorait déjà le déclin. Nombre des œuvres de Guillaume de Machaut, comme le Jugement du roi de Bohême, sont dédiées à son protecteur. En 1329, 1337 et 1345, Jean de Luxembourg et Guillaume de Machaut se rendent en Lituanie aux côtés des chevaliers teutoniques. 1329 est la première année après l'expiration de la trêve de 4 ans obtenue par les légats du pape entre le Grand-Duché de Lituanie et ses voisins. Dans ses œuvres, Guillaume de Machaut mentionne plusieurs fois la Lituanie et évoque ses impressions de la campagne hivernale contre les Lituaniens païens, par les glaces en Leteux. C'est d'ailleurs en Lituanie que Jean de Luxembourg contracte une sorte d'inflammation oculaire, probablement due aux fièvres des marais. Le médecin consulté, lui aussi français, ne fera qu'aggraver le mal et le roi en colère ordonnera de le noyer.
En 1340, Jean de Luxembourg est opéré par les meilleurs médecins à Montpellier et devient complètement aveugle et reçoit de ce fait le surnom de Jean l'aveugle. Ce qui ne l'empêchera pas de continuer à combattre. En 1346, il vient ainsi aider le roi de France Philippe VI, avec qui il avait grandi, contre le roi d'Angleterre Édouard III qui, en débarquant le 12 juillet en Normandie à la tête de 15 000 hommes, menace Paris. Jean Ier de Luxembourg sera tué à la bataille de Crécy le 26 août 1346 en chargeant les Anglais à la tête des chevaliers de Bohême, dont les chevaux avaient été attachés entre eux pour permettre au roi de garder la cohésion avec eux. Les 50 chevaliers qui suivirent le roi, aucun ne revint. Cette charge aveugle, irraisonnée, exemple même d'un suicide pour l'honneur, symbolisera la quintessence de l'esprit chevaleresque. Guillaume de Machaut, chanoine de Reims depuis 1333, grâce à l'intercession du bon roi de Bohême auprès du pape Jean XXII, ne se consacrera plus alors principalement qu'à son œuvre poétique et musicale. Toutefois célèbre et très demandé, il n'aura aucun mal à trouver des protecteurs, et tout d'abord Bonne de Luxembourg, fille de Jean Ier, épouse du futur roi de France Jean le Mont. Il sera reconnu dans toute l'Europe comme un poète, terme réutilisé pour lui pour la première fois depuis les auteurs de l'Antiquité. Mais il fut donc aussi le premier touriste français connu à visiter la Lituanie. Machaut survécut à la peste noire qui dévasta l'Europe, et vécut ses dernières années dans sa maison à Reims où il s'éteignit en 1377. Guibert de Lannoy, 1386 à 1462. Né en 1386, Guibert de Lannoy, sire de Sante, Willerval, Tronchienne, Beaumont et Waigny appartenait à une famille illustre. Son frère aîné de 2 ans, Hugues, fut successivement conseiller et chambellan de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, gouverneur de Lille puis grand maître des arbalétriers de France. La famille comptera 16 chevaliers de la Toison d'Or, dont Guibert et ses 2 frères, Hugues et Baudouin. Initié dès 13 ans à l'art de la guerre, Guibert participe très tôt à des conflits locaux et à des expéditions militaires en Angleterre dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Durant les années 1405 à 1406, il effectue un pèlerinage en Terre Sainte à la suite de son mentor Jean de Werchin, sénéchal de Hainaut. Il fera par la suite 3 voyages en Espagne dont l'objectif sera de combattre les musulmans. Mais déjà apparaît une caractéristique chez Guibert. Il profite d'une trêve pour aller visiter le royaume de Grenade, c'est-à-dire en territoire ennemi, où il est reçu par le sultan. Premier voyage en Lituanie. En mars 1413, à 27 ans, il quitte son château de l'Écluse près de Lille afin de combattre, aux côtés de l'ordre teutonique, les Mescrans de Lituanie. Il est intéressant de noter que Guibert vient en Lituanie non seulement après la conversion officielle de celle-ci, 1387, mais aussi après que Vytautas ait écrasé les Teutoniques à la bataille Žalgiris, 1410. Mais il semble que ce type de voyage soit très populaire à l'époque, XIIe siècle, XIVe siècle, chez les jeunes chevaliers afin qu'ils puissent prouver leur vaillance, acquérir la gloire et des indulgences accordées par l'Église. Guibert débarque à Danzig, Gdansk, rencontre le grand maître de l'ordre teutonique à Marienburg, Malbork, mais apprend que le raid, Reise en allemand contre les Lituaniens est ajourné. Il va alors rendre visite au roi de Danemark avant de revenir à Marienburg, puis de continuer à voyager, Elbing, Königsberg, en attendant une hypothétique expédition militaire contre les païens. C'est finalement lors d'un premier Reise, contre le roi de Pologne et un de ses vassaux, le duc de Poméranie, que Guibert est blessé et est adoubé chevalier. Toujours poussé par son envie de voir le monde, il décide alors de partir faire du tourisme. Partant de Danzig, via Königsberg, il parcourt les dunes de Neringa et arrive à Memel, aujourd'hui Klaipėda. Il y est pendant l'hiver 1413 et a de la chance, car le grand-duc lituanien Vytautas rasera la forteresse de Memelberg en 1414. Il ne visite pas Palanga car peu de temps avant, les Samogiciens et Messiers avaient capturé un détachement germanique et avaient noyé les captifs dans la rivière Sventoji. La zone côtière jusqu'à Liepāja lui semble déserte. Se rendant à Riga, il apprend là encore que le Reise est annulé, car il semble que la branche livonienne des chevaliers teutoniques respecte la paix conclue avec le Grand-Duché de Lituanie. Il continue alors son voyage vers Césis, Valmiera, Narva et Novgorod, qui l'étonne, merveilleusement grand.
Il note que les hommes de Novgorod, alors capitale de la république éponyme, achètent et vendent leurs femmes au marché. Puis le froid l'incite à revenir découvrir la Lituanie, via Peskov, le lac Peipų, Tartu et Daugavpils. De Narva à Daugavpils, il se déplace en traîneau. Il se rend à Vilnius car il veut voir le royaume de Letto, et rencontrer le duc Witold III de Letto et de Samet et de Russie. Cette démarche peut paraître étonnante, mais il faut savoir qu'à cette époque un ennemi n'était un ennemi que sur le champ de bataille. Apparemment, le grand-duc Vytautas était absent de sa capitale. Guilbert ne peut toutefois pas s'empêcher d'avoir une grande admiration pour celui qui a conquesté 12 atrisques royaumes, que pays à l'espée. Il remarque un château en bois sur une colline et note qu'au-delà des murailles du château, et à l'exception de quelques églises, les maisons sont toutes en bois. Mais le plus important est que Guilbert puisse voir de ses propres yeux que la Lituanie n'est pas un pays sarrasin. Il décide enfin de rentrer en France via tout d'abord Traquet. Outre le château insulaire, fait de briques à la manière de France, il observe que des Tatars, des Germains, des Russes et un grand nombre de Juifs, bien que parlant chacun leur propre langue, vivent ensemble. C'est une image de la Lituanie multiconfessionnelle et multiculturelle, qui perdurera durant des siècles. Il note même que de nombreux Tatars vivent à Traquet et qu'ils sont de vrais Sarrasins, n'ayant aucune connaissance des enseignements de Jésus-Christ. Il continue en traîneau sur le Niemen gelé vers Kaunas, Ragen, aujourd'hui dans l'enclave russe de Kaliningrad, Königsberg, Danzig, Torun et réussit à rencontrer le roi de Pologne Ladislas Jagiellon, Jogaila, qui le traite luxueusement pendant 8 jours. Le paradoxe veut que lui, chevalier bourguignon, soit chargé par le roi de Pologne, qu'il était venu combattre, d'une ambassade auprès du roi de France, alors que le duc de Bourgogne venait précisément de s'allier à l'Angleterre contre le roi de France. Dans sa lettre, Jogaila se plaint que le roi de France n'a jamais envoyé d'ambassadeur à sa cour. Guilbert continuera son voyage via la Silésie, la Bohême et l'Autriche. Mais, en cours de route, il décide d'aller en Irlande via l'Angleterre pour rendre hommage à Saint Patrick. Deuxième voyage en Lituanie. En 1421, Guilbert de Lannoy atteint le sommet de sa carrière. Il est chargé par Philippe le Bon, devenu duc de Bourgogne en 1419, d'effectuer une reconnaissance militaire de plusieurs villes et ports de l'Égypte et des lieux saints. En outre, il s'y rend par voie terrestre car il est chargé, par les souverains français et anglais, de remettre des lettres aux différents princes d'Europe de l'Est afin de les inciter à la croisade. Guilbert quitte une nouvelle fois son château de l'Écluse et voyage via la Hollande, la Westphalie, Hambourg, Lübeck et la Poméranie vers Danzig. Mais cette fois il a 7 aides, venues par voie maritime, qui transportent des cadeaux qui sont offerts au seul nom du roi d'Angleterre, car il s'agit d'une ambassade de paix. Il reste 6 jours au camp de Jogaila à Oisemi près de LW au accent circonflexe W, puis trouve début juin 1421 le grand-duc Vytautas à Kremieniec en Volhynie, ouest de l'Ukraine actuelle, où il est reçu magnifiquement. Il ne se lasse d'ailleurs pas de louer la munificence des souverains polonais et lituaniens à son égard. Il est toutefois choqué de voir le laxisme spirituel de Vytautas, le trouvant en train de dîner avec des Sarrasins infidèles, mangeant à la fois du poisson et de la viande un vendredi. Venu en tant que combattant lors de son premier voyage, Guilbert de Lannoy s'est mué en diplomate lors du second. Il continue son ambassade vers la Crimée et Constantinople, via la Galicie et la Podolie, provinces dépendant du Grand-Duché de Lituanie, puis se rend en Égypte et dans les lieux saints pour y effectuer sa reconnaissance militaire et en même temps un pèlerinage. Il revient vers Londres via Venise et l'Allemagne. Mais le roi d'Angleterre, Henri V, était mort le 31 août 1422, et une expédition contre les Turcs n'était plus d'actualité. Guilbert de Lannoy décédera, lui, le 22 avril 1462. Il est enterré dans l'église Saint-Maurice à Lille. Son long voyage était terminé. Les récits de ses aventures ont été compilés après sa mort par son chapelain, se référant aux notes que Guilbert avait prises toute sa vie, récit publié sous le titre « Voyage et ambassade de Messire Guilbert de Lannoy ». 1399 à 1450. Le devenir de l'ordre teutonique. Le 27 septembre 1422 fut conclue la paix du lac de Melno avec l'ordre teutonique. La Lituanie recouvra la Samogitie,
mais l'embouchure du Niémen et la ville de Memel, Klaipėda demeurèrent germaniques, et ce jusqu'en 1923. Les combats ne s'arrêtèrent pas pour autant et il fallut attendre le 31 décembre 1435 pour que soit signé le traité de Brest en Cujavie, Brest-Kujawski, instituant une paix permanente entre l'ordre teutonique d'une part et la Pologne et la Lituanie d'autre part. En 1525, sous la direction du grand maître Albert de Brandebourg-Ansbach, l'ordre teutonique sera sécularisé et deviendra le duché laïque de Prusse, traité de Cracovie 8 avril 1525. De son côté, le maître de Livonie, Gotthard Kettler, reniera l'habit teutonique le 28 novembre 1561 et deviendra duc de Courlande et de Semigall, Zemgall en letton, sous suzeraineté polonaise. Par décret impérial du 24 avril 1809, Napoléon Ier supprimera purement et simplement l'ordre teutonique sur le territoire de la Confédération du Rhin. Celui-ci renaîtra en 1834 sur les terres de la monarchie autrichienne, en tant qu'institut militaro-religieux autonome. Il existe toujours aujourd'hui en tant qu'ordre religieux, et son 65e grand maître depuis le 25 août 2000 est Bruno Plattet, un docteur en théologie. La Lituanie atteint son apogée sous le grand-duc Vytautas, qui sera dénommé plus tard Vytautas le Grand, Vytautas Didysis, et qui régnera de 1392 à 1430. L'empereur Sigismond de Luxembourg offrit même à celui-ci de se faire couronner roi de Lituanie. Les nobles polonais empêchèrent le passage de la couronne et des actes juridiques à la frontière car ils considéraient, sans doute à juste titre, que la Pologne perdrait son influence sur un royaume de Lituanie. Vytautas décéda le 27 octobre 1430, avant qu'une deuxième couronne n'arrive. Ce fut le premier d'une série d'incidents, pouvant aller jusqu'à des conflits majeurs, qui opposeront la Lituanie et la Pologne tout au long de leur histoire commune. En 1478, c'est le grand prince de Moscou, Ivan III le Grand, qui initie l'expansion de la Moscovie en réclamant les terres russes de Lituanie. De 1487 à 1494, un conflit de frontières a lieu entre les deux États, suite auquel la Lituanie perd les terres en amont du fleuve Oka. De cette époque date le reflux du territoire lituanien et là aussi, le début d'une longue série de conflits entre la Russie et la Lituanie. En 1499 fut conclue l'union de Cracovie et Vilnius entre les deux souverains, polonais et lituaniens. Il était décidé que les deux États s'apporteraient une aide réciproque en cas d'attaque d'un ennemi commun. Aucun des deux États ne déclarerait la guerre sans l'accord de l'autre. Les dirigeants de chacun des États ne seraient pas choisis sans le conseil et l'assentiment de l'autre État. En contrepartie, le Grand-Duché de Lituanie recevait une plus grande autonomie. Cette autonomie faillit être remise en cause par l'accord de Melnik de 1501, union de la Lituanie et de la Pologne dans un seul État, mais lequel ne fut pas ratifié par le Sénat lituanien en 1505. Ce ne fut que partie remise, avec la signature de l'Union de Lublin, le 1er juillet 1569, par laquelle les deux pays s'unissaient en un seul État, la République des deux nations, en polonais Rzeczpospolita Obojga Narodów, en lituanien Abieru Tautų Respublika, dont le souverain devenait électif avec une politique étrangère et une diète commune, la justice, les finances et l'armée restant sous la responsabilité de chaque entité. Parallèlement, la culture spécifiquement lituanienne se développait. On soulignera notamment que le premier livre écrit en lituanien, le catéchisme de Martynas Mažvydas, Catechism VSA Prastis ADI Maxlas Kaitima Rashta YRGM, fut imprimé à Königsberg en 1547, bien que la première imprimerie de Lituanie date de 1522. Mais surtout en 1570, les Jésuites fondèrent le Collège d'études supérieures qui deviendra l'Université de Vilnius le 1er avril 1579. Durant cette période, deux souverains français ou d'origine française marqueront durablement la Pologne et la Lituanie. Chapitre 2. Des souverains français essentiels pour l'avenir de la Lituanie. Edwige Dania L 1374 à 17 juillet 1399. Edwige d'Anjou est mieux connue en Lituanie et en Pologne sous le nom de Jadwiga. Mais c'est une descendante de Charles Ier d'Anjou, 1227 à 1285, frère du roi de France Louis IX, Saint-Louis.
Au XIVe siècle, la maison d'Anjou règne sur la plus grande partie de l'Europe centrale, occupant les trônes de Naples et de Sicile, de Hongrie, de Croatie et de Pologne. Mais à la mort du roi Louis Ier dit le Grand, le 10 septembre 1382, le royaume doit être partagé entre ses filles, car les nobles de Pologne ne voulaient pas continuer l'union personnelle avec la Hongrie. L'aimée, Marie, née en 1371, reçoit la Hongrie et Hedwige Jadwiga devient alors roi de Pologne, Hedwig Rex Polonis et non pas Hedwig Regina Pojoniaue, à l'âge de 10 ans le 16 novembre 1384. En 1378, Jadwiga avait été promise à Wilhelm de Habsbourg et elle avait même passé un an à la cour impériale à Vienne. Mais à peine Jadwiga couronnée, de nouveaux prétendants se révèlent. Wilhelm de Habsbourg quant à lui se présente en 1385 à Cracovie, avec l'intention de consommer le mariage alors que la jeune reine n'a que 11 ans. Le grand-duc de Lituanie, Jogaila, petit-fils de Rediminas, afin de se renforcer à l'extérieur contre les chevaliers teutoniques et à l'intérieur contre son cousin Vytautas, propose à son tour le mariage assorti d'une promesse de conversion de lui-même et de son peuple au catholicisme. Le 14 août 1385 est conclu entre la Lituanie et la Pologne l'acte d'union de Kreva, aujourd'hui KPBA au Bélarus, qui établit principalement que Jogaila et toute la nation lituanienne accepteront le christianisme, que Jogaila épousera Jadwiga et qu'il sera couronné roi de Pologne. En outre, la Lituanie et la Pologne seront unies en tant que deux États séparés avec un roi commun. Mais ce dernier point donna lieu à des interprétations différentes, le tenu latin d'appliquer étant traduit différemment suivant que l'on était en Pologne ou en Lituanie. Pour les Polonais, il signifiait purement et simplement l'annexion de la Lituanie à la Pologne. Pour les Lituaniens, ce n'était qu'un accord temporaire d'alliance. Ce point fait encore débat aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il est évident que cet accord n'apporta qu'avantage à la Pologne et inconvénient à la Lituanie. Une fois l'acte de Kreva signé, les choses vont aller très vite. Le grand-duc Jogaila fait son entrée à Cracovie le 14 février 1386, entouré de ses frères et de son cousin et néanmoins ennemi, Vytautas. Les habitants furent impressionnés par la richesse des vêtements et des chevaux, transportant les présents pour la mariée. Il faut dire que même Jadwiga avait envoyé un de ses chevaliers en Lituanie, Zawisza le Rouge, pour vérifier que son futur mari était bien un humain et non pas une créature velue, cruelle et non civilisée. Au contraire, il apparut que Jogaila était une personne exceptionnellement propre, se lavant et se rasant tous les jours, et ne buvant jamais d'alcool. Jogaila et sa suite reçoivent le baptême le 15 février 1386 dans la cathédrale du Wawel à Cracovie et reçoit le nom de Vladislav, Vytautas celui de Alexandras, Alexander. 3 jours plus tard, Jogaila Vladislav épouse Hedwige Jadwiga, qui, rappelons-le, a alors 12 ans. Le 4 mars 1386, il est couronné roi de Pologne sous le nom de Władysław il-Jagiello et c'est le début de la dynastie connue en France sous le nom de Jagiellon. Le mari apportait en dot sa patrie à sa voisine 4 fois moins grande. C'est comme si le roi Charles VIII de France, en épousant Anne de Bretagne, avait annexé la France à la Bretagne et non pas le contraire. Le pays connaîtra toutefois une période de gloire et de prestige, malgré les tentatives de déstabilisation toujours conduites par l'ordre teutonique. Un analyste polonais, Stanisław Makiewicz, reconnaît même honnêtement que c'est la dynastie lituanienne des Gediminaïciés, issue de Rediminas, qui a réellement créé la nation polonaise. Il considère que le fils de Jogaila, Casimir, le père de Saint Casimir, est le plus grand roi qui ait jamais dirigé la Pologne. À l'automne 1386, Jogaila, Vytautas, les nobles lituaniens et le clergé polonais voyagèrent vers la Lituanie. Le 1er février 1387 était créé l'évêché de Vilnius. Les pratiques païennes furent interdites, mais elles perdureront secrètement, et la nouvelle religion chrétienne fut enseignée par le clergé polonais avec l'aide d'interprètes, au rang desquels on peut même compter Jogaila, puisqu'il est dit qu'il traduisit en lituanien le Notre Père et le Credo. Le 19 avril 1389, le pape Urbain VI reconnaissait la Lituanie comme un État catholique. Ainsi, grâce à Hedwige, issue de la fille aimée de l'Église, la France, la Lituanie en est devenue la fille cadette, car elle fut la dernière christianisée en Europe.
Jogaila, Vladislav et Jadwiga régnèrent en co-souverains, et bien que Jadwiga ait eu probablement peu de pouvoir réel, elle aurait pris malgré tout une part active dans la vie politique et culturelle de la Pologne. Il est même dit qu'elle aurait conduit 2 expéditions militaires victorieuses en Ruthénie rouge en 1387. Elle avait alors 13 ans. Le 22 juin 1399, Edwige met au monde une fille, Élisabeth Bonifacia, qui ne vécut que 3 semaines. Sa mère la rejoint peu après dans le tombeau puisqu'elle décède le 17 juillet 1399. Sa bonté, sa générosité et sa foi la firent rapidement vénérer par son peuple, mais ce n'est que le 8 août 1986 qu'elle sera béatifiée et que le 8 juin 1997 que le pape Jean-Paul II procédera à sa canonisation à Cracovie. Elle est le saint patron des reines et de l'Europe unie. Avec Edwige s'est éteinte la dynastie des Anjou d'Europe centrale, mais aussi celle des Piast. Les descendants de Jogaila resteront sur le trône de Pologne jusqu'au 7 juillet 1572, à la mort de Sigimantas III Augusta. Ils seront remplacés, certes brièvement, mais étonnant retour de l'histoire, par un prince français, Henri de Valois, connu en Lituanie sous le nom de Henricas Valua, futur roi de France Henri III. Henri de Valois, 1551-1589. Henri de Valois était le 3e fils du roi de France Henri II et de Catherine de Médicis. Le roi Henri II ayant été tué au cours d'une joute en 1559, son fils aimé François II lui succède à 15 ans mais de santé fragile, il décède un an après. Le second fils Charles IX monte alors sur le trône à l'âge de 10 ans. Dès 1570, Charles IX, alors âgé de 20 ans, supportait avec peine la tutelle de sa mère Catherine de Médicis. Il était surtout jaloux de son jeune frère Henri, duc d'Anjou, et voulait à tout prix l'éloigner du royaume. Par ailleurs, des astrologues avaient prédit à Catherine qu'elle verrait tous ses fils sur un trône. Catherine de Médicis, dévorée d'ambition pour son fils préféré, se mit alors en quête d'une couronne. Un projet d'union avec Élisabeth d'Angleterre tint un moment la corde, mais ne fut pas couronné de succès. Catherine eut même une idée singulière, obtenir du sultan Sélim II l'investiture du royaume d'Alger pour Henri. L'évêque de Valence, Jean de Montluc, lui fit sentir l'extravagance de cette idée et lui soumit le plan de faire du duc d'Anjou le successeur de Sigismond II, roi de Pologne, en lituanien Sigimantas Augusta, en polonais Zygmunt II August. En 1572, la reine-mère Catherine de Médicis commence à prendre au sérieux l'idée de faire d'Henri, qui a alors 21 ans, un roi de Pologne en lui faisant épouser Anna, la sœur quadragénaire du roi Sigimantas. Au début de 1572, la reine-mère envoie à Cracovie, alors capitale de la Pologne, Jean de Montluc, seigneur de Balagny. 17 ans, fils naturel de l'évêque de Valence, accompagné du secrétaire particulier du dit père, Jean Chouanin, et de 2 autres gentilshommes, un du nom de Charbonneau et le bailli de Valence, Just Dubel, pour explorer le terrain en se faisant passer pour un étudiant, qu'il était effectivement à Padoue. Après être allé voir l'archiduc Ferdinand d'Autriche et son frère, l'empereur du Saint-Empire, Maximilien II, pour donner le change, la petite troupe se dirigea vers la Pologne où la peste sévissait. Le roi Sigismond II, Sigimantas était d'ailleurs allé se réfugier en Lituanie, en un sien château appelé Knishin, qu'il est moins fort, se souvenant sans doute qu'il était un descendant de Jogaila, grand-duc de Lituanie. Les Français se rendirent alors en Lituanie, où ils furent très bien traités, car il faut confesser que cette nation surmonte en civilité et courtoisie toutes les autres. Mais ils ne verront pas le roi qui meurt le 7 juillet 1572. Apprenant la mort de Sigimantas, Catherine de Médicis envoie alors le père de Balagny, Jean de Montluc, évêque de Valence, pour négocier l'élection d'Henri. Car suite à l'union de Lublin, la couronne était devenue élective. Dans l'Observateur en Pologne, Hubert Vautrin souligne que ce fut dans le XVIe siècle que la couronne, devenue élective, introduisit la vénalité et la corruption. Les étrangers briguant le trône répandirent de l'argent et des titres d'honneur. L'évêque de Valence quitte donc Paris, 7 jours avant la Saint-Barthélemy, et ce sera le plus grand obstacle qu'il aura à vaincre pour disculper le duc d'Anjou de la part qu'on l'accusait à Cracovie d'y avoir prise. Les autres candidats avaient pour la plupart de puissants moyens de succès.
c'était l'archiduc Ernest, fils de l'empereur Maximilien II, Jean Basilovitz, tsar de Moscovie, Jean, roi de Suède, le duc de Prusse et le prince de Transylvanie. Montluc sut faire sentir aux Polonais que les 3 premiers pouvaient menacer leur liberté et que les 2 autres n'avaient pas en Europe une consistance suffisante. D'après Jean Chouanin, Montluc n'eut même pas besoin de se servir de moyens de corruption. Henri fut élu roi de Pologne le 9 mai 1573 par plus de 30 000 gentilshommes, sans toutefois, d'après Jarl Lalkou, l'appui des Lituaniens. Lorsqu'il revint de cette ambassade, M. de Montluc reçut un don de 100 000 livres tournois de la part du roi Charles IX, en récompense des services rendus, principalement l'élection du duc d'Anjou au trône de Pologne. Mais il faut dire que, pour monter sur le trône, le postulant dut accepter les conditions posées par la noblesse. Henri de Valois dut donc signer un texte qui devint par la suite l'essentiel de la constitution polono-lituanienne, les Articles d'Henri, Articuli Henricium. Rédigé et adopté en 1573 par la noblesse, les 21 articles soulignent notamment que chez nous les rois ne naissent pas mais ils sont élus en accord avec tous les nobles, et que le roi ne peut annoncer de nouveaux impôts qu'après l'accord du Parlement. Avec cette forme de traité, la nation recevait la pleine souveraineté, mais les articles d'Henri furent aussi la cause de l'anarchie qui paralysa par la suite l'action des souverains polono-lituaniens. Déclaration permanente que tous les rois élus devaient jurer de respecter, ils étaient complétés par la Pacta Conventa, qui comprenait les engagements personnels du futur roi. Henri de Valois fut couronné le 21 février 1574 à Cracovie. En Pologne, il fut accompagné de gentilshommes de qualité tels Albert de Gondi, Charles de Guise, François d'O, parmi lesquels on remarquera Louis de Gonzague, futur grand-père de la future reine de Pologne, Louise-Marie de Gonzague-Nevers. Charles de Lorraine, marquis puis duc de Mayenne, qui avait accompagné à Paris les ambassadeurs polonais, est aussi du voyage. Mais le 14 juin 1574, Henri apprend la mort de son frère le roi de France, Charles IX, marié en 1570 à Élisabeth d'Autriche, décédée sans héritier à l'âge de 24 ans. Après un règne de 148 jours, Henri s'enfuit de Cracovie dès le 18 juin 1574, sans rien dire aux Polonais dans des conditions rocambolesques. En fait, Henri ne s'était jamais fait à la Pologne et il ne voulait surtout pas se faire souffler la place de roi de France par son plus jeune frère François, duc d'Alençon. C'est donc sans regret qu'il quitte Cracovie. Il écrit même dès le 22 juin à sa mère, « France et vous valent mieux que Pologne ». Il laissait la Pologne sans souverain, mais avec des articles d'Henri, lourds de conséquences, et retrouvait la France en proie aux guerres de religion. Pour Hubert Vautrin, la responsabilité de cette fuite revient à la Pologne et aux Polonais. Henri n'eut qu'un règne de 5 mois, trop court pour être apprécié. Sa fuite précipitée et clandestine accuse en même temps et la couronne qu'il abdiquait et le peuple qu'il abandonnait d'une manière si flétrissante. Des sujets qu'il ne gouvernait pas, des sujets fiers, grossiers, soupçonneux, au pouvoir desquels la France n'aurait pu l'arracher, étaient capables de le faire gémir toute sa vie sur le plus misérable des trônes. À la vérité, Henri de Valois n'a pas trouvé le temps d'aller visiter le Grand-Duché de Lituanien, même s'il en a eu l'intention en 1574. Toutefois, un registre pour servir d'instruction au roi de Pologne en plusieurs choses concernant son service a été établi et s'avère précieux pour la connaissance de la vie et de l'économie du Grand-Duché à cette époque. Les éléments avaient été recueillis par Louis de Gonzague, duc de Nevers, déjà cité, qui accompagnait Henri pendant son séjour. Couronné roi de France à Reims le 13 février 1575 sous le nom d'Henri III, Henri de Valois va se heurter à 4 guerres de religion avant d'être finalement poignardé à mort le 2 août 1589 à Saint-Cloud par le moine dominicain ligueur Jacques Clément. Ce n'est qu'en 1594 que le successeur désigné d'Henri III, Henri de Navarre, sera sacré roi et pourra entrer à Paris, après avoir abjuré le protestantisme. C'est cette même année que le capitaine Jacques Margeret, qui avait passé sa jeunesse dans les armées du roi de Navarre, décide de quitter la France pacifiée pour aller chercher fortune ailleurs. Il s'engage tout d'abord comme mercenaire auprès de Sigismund Báthory, prince de Transylvanie, qui combattait alors contre les Ottomans. Puis on le retrouve en 1598 en Pologne, où il servait le roi, alors Zygmunt 111 Vasa, comme capitaine commandant une compagnie de mousquetaires.
On le retrouve enfin vers 1600 en Russie où il sert successivement le tsar Boris Godunov puis son ennemi le faux Dimitri, 1605 à 1606. Rentré en France en 1606, il repart en Russie en 1609 servir le second faux Dimitri et on perd sa trace en 1612. En 1607, il publie Histoire de l'Empire de Russie et Grand-Duché de Moscovie. Avec ce qui s'y passe de plus mémorable et tragique, pendant le règne de 4 empereurs, à savoir depuis l'an 1590 jusqu'en l'an 1606 en septembre. Il y souligne la méfiance presque pathologique d'une nation déjà très renfermée sur elle-même, qui contrôlait régulièrement et strictement l'arrivée ou le départ de tout étranger sur son territoire. Il trouve les Russes rudes, grossiers, sans aucune civilité. Mais surtout, il y répertorie les marchés possibles en Moscovie, Tartarie et Lituanie, signe qu'il est bien passé dans ce dernier pays. Il fait une description juste et mesurée de l'orthodoxie, mais condamne l'absolutisme et le despotisme du tsar et l'esclavage de ses sujets. Comme Guilbert de Lannoy près de 2 siècles auparavant, Jacques de Margeray est certes venu en homme de guerre, mais son discours, comme il l'appelle, est déjà une sorte de reportage sur les événements politiques et militaires qui ont marqué le temps des troubles en Russie. L'histoire de la Lituanie, à partir de l'élection en 1587 de Zygmunt III Vasa, héritier de la couronne suédoise, comme souverain de Pologne-Lituanie, est marquée par une succession de guerres contre la Suède et contre la Russie. En 1648 commença également la révolte des Cosaques Zaporogues, menée par Bogdan Chmielnicki, surtout en Ukraine polonaise, mais aussi dans les contrées slaves du Grand-Duché de Lituanie. Pour la première fois de son histoire, la capitale, Vilnius, sera occupée par une armée ennemie, en l'occurrence l'armée russe, de 1655 à 1661. Le tsar Alexis se proclama même grand-duc de Lituanie le 13 septembre 1655. Par ailleurs, le 20 octobre 1655, 1134 grands seigneurs et nobles lituaniens, rassemblés autour du grand hetman de Lituanie, Jonuša Radvila, signèrent un accord avec les Suédois à Kédenié, accord qui stipulait la dissolution de l'union de l'État lituano-polonais et qui proclamait le roi de Suède Charles X Gustave grand-duc de Lituanie. Au cours de cette période, appelée déluge, la majeure partie de la Pologne et de la Lituanie était occupée par la Suède et par la Russie, et le roi Jean II Casimir Vazr, 1648 à 1668, dut se réfugier en 8 accent aigu SIE, alors sous gouvernement autrichien. 2 Françaises furent pendant cette période trouble reines de Pologne, grande-duchesse de Lituanie, toutes les 2 venues de Nevers. Les Français furent candidats au trône, avec des fortunes diverses. Le prince François-Louis de Conti fut même élu, mais c'est un euphémisme de dire qu'on n'a pas ressenti chez lui un grand enthousiasme pour venir s'emparer de son trône. Le grand roi de l'époque fut Jean III Sobieski, règne de 1674 à 1696, qui ne réussit certes pas à mettre en pratique ses ambitieux projets de politique intérieure, mais qui fut considéré comme le sauveur de l'Europe chrétienne en arrêtant les Turcs à Vienne. Après la mort de Jean Sobieski, se déclencha en 1697 une guerre intérieure au Grand-Duché de Lituanie qui, après l'arrivée au pouvoir de l'électeur de Saxe, Auguste Ilouétine, enfonça encore plus le pays dans la crise. Chapitre 3. Reine de Pologne et PRETENDANTS malheureux, la Nevers connexion. C'est lors du grand siècle, de Richelieu 1624 à la vieillesse de Louis XIV 1715, que l'influence de la France a été la plus importante en Lituanie. Les grands ministres français de l'époque avaient en effet discerné que l'union de la Pologne et de la Lituanie n'était qu'apparente, et ils jouaient les Lituaniens contre les Polonais, liés à la maison d'Autriche. Ce fut toutefois avec des fortunes diverses. Louise-Marie de Gonzague-Nevers, 1611 à 1667. Née le 18 août 1611, Marie de Gonzague-Nevers comptait parmi ses ancêtres les fameux paléologues qui ont régné sur Byzance, des empereurs allemands et des rois de France. Comme son père, Charles de Gonzague, duc de Nevers puis de Mantoue, elle est ambitieuse et éprouve le désir de régner. En effet, dès sa naissance, des astrologues avaient prédit qu'elle coifferait la couronne. Elle sera effectivement reine de Pologne, et même par 2 fois. Mais ce destin a été long à se dessiner. Sa mère Catherine de Lorraine étant morte jeune, sa tante la duchesse de Longueville se charge de son éducation et l'introduit dans le monde.
En 1626, une grave maladie manque d'emporter la jeune fille qui, depuis, restera de santé fragile et fréquentera assez régulièrement les stations thermales. En 1627, le duc Gaston d'Orléans, frère cadet du roi Louis XIII, veuf de la duchesse de Montpensier, tombe éperdument amoureux de la belle Marie. Mais la reine-mère, Marie de Médicis, qui déteste les Gonzague, s'oppose à cette union par tous les moyens, d'abord en emprisonnant la jeune fille au donjon de Vincennes, puis après le décès de la duchesse de Longueville en 1629, en la faisant enfermer dans un couvent pendant 3 ans. Alors qu'elle s'est retirée à Nevers, Louise-Marie est pressentie par le cardinal de Richelieu pour devenir l'épouse du prince Ladislas, Vladislav IV de Pologne. Mais le futur roi lui préfère en 1635 Cécile Renée de Habsbourg, archiduchesse d'Autriche. En 1637, Louise-Marie fait toutefois son retour dans le monde. Mais une passion partagée avec le marquis de Cinq-Mars l'amène à comploter contre le cardinal de Richelieu. Après l'exécution de son amant en septembre 1642, Marie doit de nouveau se réfugier à Nevers. Ce n'est qu'en 1645, alors qu'elle a déjà 34 ans, que le destin va enfin répondre à ses ambitions. Le roi Vladislav IV Vasa, Vladislava de Vasa en tant que grand-duc de Lituanie, veuf à 51 ans avec un enfant en bas âge, envisage de se remarier, ne serait-ce que parce qu'il a un impératif besoin d'argent. En Pologne, on se souvient alors de Marie qui avait fait forte impression à l'ambassadeur de Pologne en France. À Paris, Mazarin, qui a remplacé Richelieu, voit une occasion favorable de substituer en Pologne l'influence de la France à celle de l'Autriche. Le comte de Brégy est chargé de la négociation en Pologne. La reine-mère Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, dote Marie de Gonzague de 600 000 écus, qui viennent s'ajouter aux 1 500 000 écus de la succession du père de Marie, ce qui, semble-t-il, emporte la décision. Seule contrainte, le roi Vladislas demande à Marie de changer son nom en Louise-Marie car en Pologne, seule la souveraine des cieux peut s'appeler Marie. Le contrat de mariage sera signé à Fontainebleau le 26 septembre 1645 entre le roi Louis XIV, considérant la princesse de Mantoue comme sa fille, et le comte d'Onioft, ambassadeur extraordinaire, signant au nom de Vladislas. Le 29 octobre, les ambassadeurs de Pologne envoyés à cette occasion à Paris y font une entrée magnifique. Puis le mariage est célébré par procuration à Paris, au Palais Royal, le 6 novembre 1645. Le palatin de Poznanie, Krzysztof Opalinski, et l'évêque de Warmie furent ceux que le roi de Pologne choisit pour le représenter à ce mariage par procuration. Puis Louise-Marie quitte Paris le 29 novembre 1645, comblée d'honneur, pour se rendre à Varsovie, à travers la France et l'Allemagne. Elle arrive en Pologne, Danzig, le 12 février 1646. Dans sa suite, pour l'accompagner, on remarque Nicolas de Flexel, comte de Brégy, ambassadeur de France en Pologne, cheville ouvrière du mariage. Monseigneur l'évêque d'Orange. La maréchale de Guébriant, dont on va reparler tout de suite. Le marquis de Mailly-Lascaris, père de Claire Isabelle de Mailly-Lascaris, dont on reparlera également plus loin. Des courtisans. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.